Un très grand bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session justement du décryptage des portefeuilles conseillers. Ce premier décryptage de l'année en compagnie donc de Nicolas Mesberger, gérant et pilote des portefeuilles conseillers chez LBPAM. Bonjour Nicolas, Bonjour Imen. contente de te retrouver Nicolas. Alors sans plus tarder, on va partager notre présentation. On va donc évoquer rapidement donc les faits marquants du mois passé. On va envisager ensuite les messages clés à retenir pour ce mois-ci. Puis le scénario central et les convictions financières qui s'en dégagent, les modifications éventuelles apportées au portefeuille conseillé et les unités de compte utilisées, et enfin un petit rappel des performances pour le coup sur 2023, essentiellement. Alors, cher Nicolas, peut-on commencer tout d'abord par le bilan des faits marquants? Alors, pour commencer, le bilan de ce mois de décembre 2023, le dernier mois de l'année dernière, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est qu'une fois encore, c'est la politique monétaire qui est vraiment restée un des principaux points d'attention pour les investisseurs, pour leur prise de décision. Ce qu'on a vu, c'est que les dernières statistiques en matière de macroéconomie et surtout au niveau de l'inflation, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ont validé la poursuite d'une décélération de l'inflation. Ça, maintenant, c'est flagrant. Et justement, de ce fait-là, on a eu des communications de banques centrales, là aussi, celle des États-Unis et celle de la zone euro. Celle des États-Unis, pour commencer, la Banque centrale américaine, sans prendre le moindre détour, Jérôme Powell, le patron de la Banque centrale américaine, a annoncé que la hausse des taux était terminée et qu'il anticipait déjà, il prévoyait déjà des baisses de taux pour l'année 2024, baisses de taux qui auront probablement lieu au cours du premier semestre, vraisemblablement au cours du deuxième trimestre. Ça, c'est quelque chose qui a été assez surprenant d'un point de vue discours. Les investisseurs ne s'attendaient pas à autant de clarté, autant de volontarisme. Côté BCE, Christine Lagarde, qui est la patronne de la Banque centrale européenne, a fait preuve d'un peu plus de prudence, puisque pour l'instant, elle ne parle pas de baisser ses taux, même si les marchés, à travers les anticipations qui sont faites, montrent que les investisseurs se préparent là aussi à des baisses de taux directeurs en zone euro. Côté micro, on n'a pas eu grand-chose, hein. La saison de publication des résultats des entreprises était terminée. Là, nous sommes au mois de janvier. Dans quelques jours, elle va commencer pour le quatrième et dernier trimestre de l'année 23 et pour le bilan de l'année 2023. Mais en décembre, on n'avait pas beaucoup d'actualité du point de vue des entreprises. Également, du côté de la politique et de la géopolitique, l'agenda était assez chargé, avec des choses assez lourdes. Côté politique et surtout côté géopolitique, avec les sujets entre la Russie et l'Ukraine, ou qui continuent de s'affronter, voire même un conflit qui s'accentue, même si c'est un petit peu moins médiatisé. Également au Proche-Orient, avec la guerre entre Israël et le Hamas, avec un risque d'embrasement. Mais pour l'instant, les marchés ont préféré complètement ignorer ces aspects-là, se sont concentrés sur la politique monétaire, notamment sur le biais très accommodant de Jérôme Powell, le patron de la Fed. Et dans ce contexte, les principaux actifs risqués au mois de décembre ont connu encore un mois favorable, hein. Je rappelle que le mois de novembre était déjà favorable, le mois de décembre a lui aussi été favorable. On a des actions de la zone euro qui ont progressé de un peu plus de 3%, les actions américaines qui ont monté de quasiment 5%. Les actions japonaises sont restées un petit peu en retrait puisqu'elles ont fait moins 0,5 dans le sillage de la hausse du yen, puisqu'on a un yen qui s'est apprécié. Là aussi, une autre déception, encore une fois ce mois-ci, c'est les actions chinoises qui ont connu un parcours encore difficile au mois de décembre. On a donc des taux qui, dans la lignée de ce qui a été dit par les banquiers centraux, des taux, des rendements obligataires qui ont baissé, et donc par automatisme, on a des prix d'obligations qui se sont appréciés. Les obligations souveraines en zone euro ont progressé de quasiment 4% en décembre, et les obligations d'entreprise, elles aussi, ont connu un mois vraiment très favorable, avec le crédit investment grade, donc les obligations d'entreprise bien notées, qui ont progressé de quasiment 5%, et les obligations d'entreprise AI, les plus spéculatives, qui ont progressé de quasiment 4% au mois de décembre. Donc on le voit, un mois de décembre qui était dans la parfaite lignée du mois de novembre, avec une fin d'année 2023 qui a été très favorable aux actifs risqués. Alors à présent, quels sont les messages clés à retenir pour ce mois de janvier?
Alors, nous avons tenu notre comité d'investissement, comme tous les mois, on l'a tenu il y a quelques jours. Voilà les principaux messages clés qu'il faut retenir. Il y en aura 4. Le premier concerne la macroéconomie et principalement la croissance. On a une croissance mondiale qui devrait rester faible en ce début d'année 2024. En Europe, on anticipe plutôt une stagnation pour le premier semestre de cette année 2024, alors qu'aux États-Unis, on anticipe plutôt une décélération qui devrait se matérialiser au premier, mais peut-être plus majoritairement selon nous, au cours du deuxième trimestre de l'année 2024. Également, l'économie chinoise, c'est très important. Pour nous, l'économie chinoise devrait rebondir, la croissance chinoise devrait rebondir, mais devrait rester à un niveau qui serait relativement faible. Le deuxième point touche lui aussi la macroéconomie, mais précisément sur l'inflation. Ce que je disais pour le mois de décembre continue de se voir au mois de janvier. On a une désinflation qui est plutôt rapide, mais les retours vers les cibles de 2% ne sont toujours pas faits. Le dernier pourcent ou le dernier pourcent et demi d'inflation qui reste à grappiller pour atteindre ces 2%, c'est encore assez difficile, ça prend un petit peu de temps, et là on commence à avoir des données d'inflation qui sont un petit peu volatiles avec des effets de base. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer de monitorer, puisque le plus gros du chemin a été fait sur l'inflation, mais le dernier morceau de chemin qui reste à faire, c'est peut-être le morceau de chemin le plus difficile. Quand on parle d'inflation, ça nous amène au troisième point, c'est la politique monétaire. Je le disais tout à l'heure, on anticipe un pivot pour l'année 2024, c'est-à-dire qu'après avoir monté très fortement et dans un espace de temps finalement assez réduit, les taux directeurs, les banques centrales devraient commencer à baisser les taux au cours de l'année 2024. Et encore une fois, si on regarde vraiment la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne, si on regarde que ces deux-là, on devrait avoir des anticipations de baisse des taux au cours du deuxième trimestre selon nous. Le quatrième et dernier point, c'est un point qui concerne la politique et la géopolitique. La géopolitique, j'en ai parlé à l'instant, les conflits restent toujours d'actualité et ne diminuent pas, hein, la Russie, l'Ukraine, Israël et le Hamas. Ce qu'il faut vraiment noter, c'est la politique. Et alors là, ça vaut pour le mois de janvier, mais ça vaut pour quasiment toute l'année 2024, c'est qu'on a un agenda politique qui a rarement été aussi lourd. Il faut bien comprendre qu'au cours de l'année 2024, il y a quasiment un être humain sur deux qui va être amené à voter. Dans tous les pays, quasiment tous les pays autour du globe, il y a des élections plus ou moins importantes, mais il y a quasiment un être humain sur deux qui va être amené à voter. Et si on ramène ces élections en matière de PIB de chaque pays, on a à peu près 2 tiers du PIB de la planète qui va être concerné par des élections. Donc c'est quelque chose qui est très important. Si on regarde juste pour le mois de janvier, c'est très simple. Dès samedi 13 janvier, il y a des élections à Taïwan très importantes. Pourquoi? Parce que Taïwan, je le rappelle, c'est le centre névralgique des semi-conducteurs. Entre autres, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup la Chine, qui consomme beaucoup de semi-conducteurs. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les États-Unis, qui consomment également beaucoup de semi-conducteurs. Et en fonction de la tonalité du résultat des élections à Taïwan, si c'est plutôt pro-Chine ou plutôt pro-indépendance, ça devrait amener quelques tensions. Et en conséquence de ce comité d'investissement, qu'est-ce qui justement en fait en a résulté en ce qui concerne le scénario central et les convictions financières? Alors, on a un scénario central et des performances boursières envisagées qui bougent finalement assez peu par rapport au mois dernier. Sur la classe d'actifs des actions, on reste toujours légèrement défensif. On entrevoit pour le mois qui arrive et les 3 mois qui arrivent des marchés qui devraient légèrement baisser. Sur les actions américaines, on anticipe une baisse de 2%. Sur les actions de la zone euro, on anticipe une baisse de 1%. En Europe, cas un peu particulier, le Royaume-Uni, on anticipe une performance neutre, c'est-à-dire à 0%. Le Royaume-Uni devrait être un peu plus protégé. Toujours dans les pays développés, le Japon, qui a très fortement progressé ces dernières semaines et ces derniers mois, là aussi, nous sommes assez prudents. On anticipe une baisse de moins 2%, une correction sur les actions japonaises. Dans le monde développé, toujours dans les actions, la Chine, pour lequel on anticipe une hausse de 1% pour le mois et les 3 mois qui arrivent. Et par capillarité, puisque les actions chinoises représentent un poids très important, quasiment 3/4 au sein de toutes les actions émergentes mondiales, on anticipe là aussi pour les marchés émergents actions une hausse de 1% pour les 3 mois qui arrivent. Ça, c'est pour la sphère des actions.
Pour la sphère des obligations cette fois-ci, pour le marché des obligations souveraines, on anticipe un petit peu de volatilité sur le marché des taux, mais l'un dans l'autre, on pense que le mouvement sur le mois qui arrive devrait être neutre. C'est-à-dire qu'on anticipe que les taux devraient suffisamment peu bouger pour que ça ne se voit pas sur le prix des obligations. Par exemple, on anticipe que le taux à 10 ans américain devrait être proche de moins 0,2%, donc c'est-à-dire zéro. Si on regarde le 10 ans allemand, là aussi, on anticipe une dépréciation de 0,4%, c'est-à-dire des taux, des rendements obligataires qui vont légèrement monter et donc faire légèrement baisser le prix des obligations. Dans les marchés obligataires, là, on trouve toujours un petit peu de valeur ajoutée, c'est du côté du crédit, notamment du crédit investment grade, les obligations d'entreprise bien notées, où on anticipe une hausse de quasiment 1,5% pour les 3 mois qui arrivent. Sur le high yield, donc les obligations d'entreprise plus spéculatives, on est un peu plus prudent, on anticipe une performance moitié moindre à hauteur de 0,6%. Voilà, si on regarde les principales classes d'actifs, ce qu'il faut retenir de nos anticipations de rendement pour les 3 mois qui arrivent. Nicolas, est-ce qu'il y a quelque chose à dire éventuellement sur le change ou les matières premières éventuellement? Dans le change et les matières premières, on fait le même exercice de prévision. Les devises, ça nous sert généralement à couvrir les classes d'actifs qui sont en devises si on en a besoin. Les matières premières, du fait que nous sommes devenus ISR, on n'investit plus depuis longtemps sur les matières premières. Par contre, on fait toujours des prévisions, on analyse le marché des matières premières, puisque ça nous aide à comprendre les dynamiques d'inflation. Et ça, ce sont des choses qui sont très intéressantes. Si on prend du côté des devises, qu'on regarde le dollar, donc l'euro contre dollar, on anticipe que l'euro-dollar devrait refluer de quasiment 1% au cours des 3 prochains mois. Donc le dollar devrait s'apprécier de 1%. On parlait tout à l'heure du contexte géopolitique et politique qui présente pas mal d'incertitudes. Le dollar, c'est toujours une valeur refuge dans ces cas-là. Et seulement une hausse de 1% parce que cette incertitude n'est pas non plus très forte au moment où on se parle. Du côté des matières premières, si on regarde deux facteurs importants, l'or et le pétrole. L'or, après avoir fortement monté, on anticipe un reflux de 2%. Et sur le pétrole, dans sa qualité WTI, parce que le pétrole, il y a au moins une cinquantaine de qualités de pétrole différentes. Pour le pétrole WTI, on anticipe une hausse de 6 ou 7% environ au cours des trois prochains mois. Le pétrole avait quand même pas mal baissé ces dernières semaines, avec une demande chinoise qui était beaucoup moins forte. On anticipe un regain de performance sur le pétrole au cours des 3 prochains mois à hauteur de 7%. Du coup, Nicolas, est-ce que cette vue et ces convictions vous a amené à des ajustements en ce qui concerne les portefeuilles conseillés ce mois-ci? Alors, du fait que ces prévisions n'ont pas beaucoup changé par rapport au mois dernier, que la toile macro n'a pas beaucoup changé non plus, finalement, on n'a pas changé énormément le scénario qu'on a injecté dans les portefeuilles. Les quelques changements que nous faisons dans les portefeuilles ce mois-ci concernent la classe d'actifs des actions et ça concerne plus précisément la classe d'actifs des actions de la zone euro. Et dans ces actions de la zone euro, rappelez-vous, il y a quelques semaines, on avait réintroduit en portefeuille des actions de petite et moyenne capitalisation boursière. Eh bien là, on continue de renforcer cette allocation sur les petites et moyennes capitalisations boursières qui passe de 3 à 4 dans le portefeuille le plus prudent et qui passe de 4 à 5 dans les profils les plus risqués. Donc on renforce légèrement notre volonté de voir une diversification sur les petites et moyennes capitalisations boursières en portefeuille. Et ces achats, on les finance comment? Eh bien, en vendant un petit peu d'actions large cap dans les portefeuilles. Donc, le poids global des actions ne change pas, le poids des actions de la zone euro ne change pas, mais au sein des actions de la zone euro, on écrète un petit peu les actions, les grandes capitalisations boursières et nous achetons en face des petites et moyennes capitalisations boursières. Sur les autres zones géographiques actions, c'est inchangé. On garde nos positions en l'état sur les États-Unis, sur le Japon, sur les émergents. Et également, du côté des obligations, on a une seule position, une seule allocation, une seule conviction sur le crédit investment grade, qui avait été déjà renforcé en portefeuille au cours des derniers mois. On la maintient en l'état dans les portefeuilles, on n'en ajoute pas plus, on n'en enlève pas. Et également sur le monétaire, qui est un peu la variable d'ajustement de tout le reste de l'allocation, les poids sont inchangés.
Alors, conséquences sur la liste des unités de compte utilisées. Alors moi, j'en ai comptabilisé 12 pour le coup, donc en fait, dans ces portefeuilles conseillés du mois de janvier. Est-ce qu'il y a des ajustements notables ou pas? Alors, la liste des UC qui sont en portefeuille ne change pas. Les seuls changements que l'on fait, bah, c'est justement, on écrète un tout petit peu de notre position sur le fonds LBPAM, pardon, sur le fonds LBPAM ISR Action Euro, qui s'appelle maintenant le fonds Tocqueville ISR Euro Equity, et les renforcements que l'on fait sur les petites et moyennes capitalisations boursières se font sur le fonds Tocqueville Small Cap Euro ISR. Les autres poids associés à chaque UC ne changent pas dans les portefeuilles conseillés ce mois-ci. Alors, on a coutume de le dire, mais on va l'indiquer de nouveau. Ce sont des unités de compte qui sont assez justement marquées, pardon. Alors, nous avons coutume de le dire, mais nous allons le répéter à nouveau. Ces unités de compte sont marquées par une dimension durable prononcée, qui se manifeste à la fois par leur classification, donc SFDR, par le label ISR et par les globes Morningstar. Absolument. D'ailleurs, on le voit sur ce que tu présentes à l'écran. Si on regarde les différentes positions au portefeuille du point de vue du prisme de l'article SFDR, on voit que toutes les UC en portefeuille sont article 8 et une est article 9. Elles ont presque toutes le label ISR, le label français ISR, et également du point de vue de la notation qui est faite par notre partenaire Morningstar, on voit que les globes Morningstar montrent à chaque fois que il y a une dimension extra-financière assez forte dans la construction de ces portefeuilles conseillés. Et à distinguer également dans justement donc ces unités de compte le fait qu'on soit en architecture ouverte, hein, donc avérée. Au-delà des fonds maison, on est également sur des fonds justement de sociétés de gestion autres, donc comme Lazare, comme Gest, Allianz Bernstein, Franklin Templeton ou encore Natixis. Donc ça, c'est également un fait important à l'intérieur justement donc de la construction des portefeuilles conseillés EasyV. Exactement, on va chercher vraiment l'expertise là où elle est. On a naturellement des moteurs très efficaces, très performants, très intéressants au sein de notre groupe. Ce sera des fonds LBPAM ou des fonds Tocqueville et demain des fonds de la financière de l'échiquier. Et également, comme tu le rappelais, on est en architecture ouverte. On peut aller chercher des pépites à droite à gauche là où elles se trouvent. Donc, on va terminer éventuellement, Nicolas, avec des éléments sur les performances des portefeuilles conseillés. Alors, du coup, on a des éléments sur l'ensemble de l'année 2023. Alors, du point de vue des performances de l'année 2023, l'année qui vient de se terminer, on a le portefeuille, le profil le plus prudent qui progresse de quasiment plus 8% sur l'année et les profils les plus risqués qui progressent de quasiment plus 12% pour cette année 2023. C'est des performances naturellement qui sont un peu en retrait par rapport à des purs indices actions comme le CAC 40 ou l'Eurostoxx qui progressent entre plus 16 et plus 19% selon les indices. Mais naturellement, c'est l'occasion de rappeler la façon dont on construit ces portefeuilles, puisque ces portefeuilles mélangent à la fois nos vues sur les marchés, c'est-à-dire les prévisions qu'on fait sur les marchés, et il se trouve qu'au cours de l'année 2023, on a eu tendance à être un petit peu prudent. Également, c'est des portefeuilles qui tiennent compte d'un budget de risque. C'est pour ça que les profils que vous voyez, prudents, modérés, équilibre, dynamique et audacieux, sont chacun associés à un budget de risque qui font qu'on ne va pas complètement investir, on ne va pas saturer, on ne va pas mettre autant de risques que dans un indice action dans ces portefeuilles, de telle sorte qu'on puisse accrocher la hausse des marchés, comme on l'a fait en 2023, et également quand c'est une année un peu plus difficile, comme au cours de l'année 2022, qu'on puisse limiter l'impact de ces baisses. Donc voilà, accrocher la hausse des marchés, limiter l'impact des baisses, et en fonction de l'aversion au risque des clients, ils choisiront le profil prudent, un profil un peu plus risqué ou le profil le plus risqué. Et on voit comment ça fonctionne à travers les performances qui sont projetées à l'écran. On rappelle le fait que cette note d'information, donc l'ensemble des éléments qui viennent d'être évoqués à l'intérieur justement donc de cette session de décryptage, vous sont justement assemblés dans une note et cette note vous est envoyée dans votre mailbox. C'est important de le mentionner, c'est important de le rappeler, c'est qu'au-delà de ce décryptage, vous avez justement un document écrit sur lequel vous allez pouvoir éventuellement vous appuyer pour simplement également forger vos convictions. Donc, nous terminons justement donc cette session de ce premier mois de l'année. Un énorme merci à toi, Nicolas. Merci énormément pour ton éclairage. Et donc, on te retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle session. Merci Imen, à la prochaine.